partenariat entre le Burkina Faso et le Maroc dans le secteur des mines. Le ministre des Mines et des Carrières du Burkina en a parlé avec son homologue du royaume chérifien. Pendant son séjour, il a visité l'école des mines de Rabat et l'Office national des hydrocarbures, de même que la Fédération des industries minières du Maroc. Des barrages en état de dégradation, on en dénombre beaucoup à travers le Burkina Faso. La situation est aggravée en cette période d'hivernage. La digue du barrage de Koubri qui a cédé est le dernier exemple de la mauvaise santé des ouvrages hydrauliques au Burkina Faso. Nous ferons le constat dans le grand format de ce dimanche. Vous aurez également des explications sur cette situation avec un spécialiste du domaine, le président du Comité national des barrages du Burkina. À l'étranger, la Corée du Nord a procédé ce dimanche à un test d'une bombe à hydrogène. L'essai a provoqué un séisme que les géologues qualifient de tremblement de terre artificiel. Ce nouvel agissement de la Corée du Nord est jugé inacceptable par le Japon. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, les bases sont jetées pour un partenariat entre les structures minières du Maroc et celles du Burkina Faso. Cette volonté de partenariat s'est manifestée lors du séjour du ministre des Mines et des Carrières à Rabat en début de cette semaine. Et pendant ce séjour, le ministre Oumarou Idani a visité plusieurs structures minières du royaume chérifien. On fait le point avec Pawan Drogo Janzongo et Tanga Kafando. De la Fédération marocaine des mines à l'Office chérifien des phosphates en passant par l'École supérieure des mines de Rabat, le ministre burkinabé des mines et des carrières et sa délégation ont visité d'importantes structures minières du Maroc. Objectif, nouer des contacts pour une collaboration future. Nous avons visité l'École supérieure des mines de Rabat. Et là, nous avons été réjouis de constater que de nombreux étudiants burkinabés sont inscrits dans cette école. Et là également, nous avons parlé de coopération et il y a de véritables perspectives de collaboration entre cette école et l'école des mines de Fadangourou. Oumarou Idani a également rencontré les acteurs du secteur, dont la directrice générale de l'ONIM, l'Office national des hydrocarbures et des mines du Maroc, structure équivalente du BUMIGEP au Burkina Faso. L'ONIM est un organisme public en charge de l'exploration minière et pétrolière. C'est un organisme qui a près de 88 ans d'âge. On a été créé en 1928. Donc nous sommes tout à fait ouverts à la coopération avec nos partenaires du Burkina Faso et nous serons heureux de pouvoir envisager un accord de coopération spécifique dans le domaine de l'exploration minière et pétrolière. Et c'est, je crois, l'étape qui va venir après la visite de M. le ministre au Maroc. De Rabat, la délégation burkinabé retourne avec un carnet d'adresses bien fourni et des promesses de partenariat et surtout d'une forte participation à la SAMAO, la semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest, qui se tient du 28 au 30 septembre prochain. Autre point de l'actualité, le paludisme a atteint un pic dans la région du Nord. Dans les formations sanitaires de cette région, le paludisme occupe environ 60% des taux de consultation. La situation est aggravée par la rupture de certains produits, compliquant ainsi la prise en charge des patients. On fait le constat avec Irénée Kabouré et Aliou de Alain Savadogo. Environ 60% des consultations enregistrées par jour sont liées au paludisme dans les formations sanitaires de la région du Nord. Dans les centres de santé et de promotion sociale CSPS de Oula et de Ziga Oyatenga, le constat est le même. Le paludisme constitue le premier problème de santé publique en cette période de pluie. Aujourd'hui seulement, si je vous dis le nombre de consultations avec le nombre de palus consultés, bon, ça fait un peu peur. Ça veut dire que le palud persiste. Seulement avec la sensibilisation, ce qui a été très bien, c'est que les gens consultent tout. Vous voyez l'enfant marcher venir, l'enfant que vous avez rencontré tout de suite, il a marché de venir. Avant, on allait aller chez les marabouts d'abord, avant l'enfant succombe, il rentre dans le coma, premier, deuxième degré, on prend vie. Mais maintenant, il consulte tout. Ça fait qu'on arrive vraiment à résoudre ces problèmes-là rapidement. La principale cause de cette persistance de la malaria au nord du pays est le manque de protection conséquente contre les piqûres des moustiques, selon les agents de santé et la population. Les gens dorment dans les moustiques, mais les femmes sont trop compliquées. Le soir, vers 18h, 20h comme ça, les moustiques commencent à attaquer les gens. Donc on parle les femmes aussi, ils regardent leur travail là.
pour laisser les enfants au dehors jusqu'à 20h comme ça avant de rentrer dans les moustiquaires. À cela s'ajoutent les ruptures récurrentes de certains produits dans les dépôts pharmaceutiques qui constituent un obstacle à la prise en charge efficace des malades du paludisme dans la région. En tout cas, l'État n'a qu'à faire un effort. Si nous, on prend l'argent, aller prendre les médicaments pour venir vendre, si les médicaments finissent, on doit voir l'argent vite pour aller prendre. Souvent, l'argent dire là-bas. Les actions du gouvernement burkinabé contre le paludisme ont réduit considérablement les conséquences de ces fléaux, selon les statistiques des acteurs de la santé et les témoignages de la population. Mais depuis l'intervention de cette stratégie-là, au profit de la population, il y a moins de cas de paludisme grave et par ricochet de cas d'anémie. Et nous estimons que depuis le mois de juillet 2016 jusqu'à actuellement, il y a un changement notable et par rapport même au changement de comportement. Au niveau même des communautés, lorsque nous partons pendant donc la période où on donne les médicaments, ce sont les femmes même qui nous disent directement, qui accueillent directement donc les distributeurs communautaires parce qu'elles sont contentes, elles sont satisfaites et elles ont vu les effets l'année passée donc de la CPS. En plus des moustiquaires et les produits qu'on a reçus, nous avons aussi bénéficié d'une sensibilisation sur la propreté. Ceux qui ont mis ces conseils des agents de santé en pratique connaissent les avantages et nous remercions le gouvernement pour ses actions. Pour l'année 2017, le taux de couverture de la chimioprévention du paludisme est de 106% dans les 6 districts sanitaires de la région. Les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans sont les plus vulnérables au paludisme dans cette partie du pays. À côté du paludisme, le traitement des maladies chroniques nécessite aussi une disponibilité des produits. À l'hôpital de l'Amitié de Koudougou, les cas de diabète et d'hypertension artérielle sont fréquents. Et pour une prise en charge efficace à des patients souffrant de ces maladies, un natif de la localité a laissé parler son cœur. Tommy Zongo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a offert à l'hôpital de Koudougou des produits pharmaceutiques d'une valeur de 20 millions de francs CFA. Le reportage de Moussa Ouedraogo et Bouma Ernesta Nebi. Des produits pharmaceutiques pour soulager les malades souffrant surtout d'hypertension et de diabète de l'hôpital de l'Amitié de Koudougou. Le geste est de Tommy Zongo, natif de Koudougou et résident à New York, aux États-Unis d'Amérique. Étant burkinabé, évoluant dans le milieu professionnel de la santé, j'ai jugé nécessaire quand même d'apporter ma modeste contribution pour aider l'ensemble des malades souffrant de l'hypertension, du diabète et bien d'autres infections, car il y a des antibiotiques également. Le parrain Seydou Zagré, par ailleurs directeur de cabinet du président du Faso, se réjouit de ce don qui va certainement accompagner l'État dans l'atteinte de son objectif, l'accès des Burkinabés à des soins de qualité et à moindre coût. Et je voudrais profiter de votre micro pour lui faire des bénédictions et souhaiter que Dieu continue à accompagner et que peut-être aussi ce geste-là puisse contribuer à inciter d'autres qui peuvent également faire quelque chose pour les malades à le faire. Quant au directeur général de l'hôpital de l'Amitié, il a rassuré le parrain et le donateur de la bonne utilisation de ces médicaments. De plus en plus, nous faisons face à l'émergence des maladies chroniques. Ce qu'on dit maladies chroniques, c'est l'hypertension artérielle, c'est le diabète, c'est la goutte, ainsi de suite. Je pense que nous allons voir dans quelle mesure mettre ces médicaments-là au profit des populations à un coût assez abordable, comme l'a souhaité le parrain. Toby Zongo, pharmacien à New York, est aussi le président de l'association des Burkinabés de New York. Ce don de médicaments d'une valeur de 20 millions de francs CFA qu'il a fait ici à l'hôpital de l'Amitié de Koudougou ne sera pas le seul, dit-il. D'autres suivront. On en vient au grand format de ce dimanche consacré à la situation des barrages au Burkina Faso. La plupart de ces points d'eau ne respirent plus la grande forme. Nous faisons le premier constat au barrage Oumarou Kanazoué dans la province du Passoré. Cet ouvrage est actuellement envahi par des plantes sauvages. Le constat avec Kwale Nebié et Omar Zambri.
Oumarou Kanazoé dans la province du Passoré en difficulté. Et pour cause, cet ouvrage, vieux de plus de 20 ans, fait face à plusieurs types de menaces, dont celle des plantes envahissantes appelées Tifa. Cette invasion serait apparue courant 2012 selon Mahamoudou Sawadogo, à l'époque technicien supérieur du ministère de l'Agriculture et des Ressources halieutiques et actuel maire de la commune qui abrite le barrage. Dès qu'on a constaté l'apparition de cette herbe, depuis les années 2012 que j'ai approché le barrage, on a tiré la sonnette d'alarme auprès des autorités de son temps. Il y a eu des missions, il y a eu en tout cas beaucoup de tapage là-dessus, mais la solution ne pointe pas. Les tifas sont des plantes qui se répandent vite. Actuellement, ils couvrent près de 70% du barrage, selon Jean-Emmanuel Kaboré, ingénieur du génie rural au ministère de l'Eau. Pour lui, cette apparition soudaine de ces plantes est due aux activités anthropiques liées à la culture maraîchère aux abords du barrage. Il y a la pratique maraîchère. Ils utilisent des produits chimiques qui, les eaux de pluie, drainent ces produits-là vers le barrage. Et ça permet le développement de beaucoup de plantes aquatiques, dont la plante qui envahit actuellement le barrage. Pour le moment, la lutte contre ces plantes envahissantes semble être une équation difficile à résoudre. Cette herbe, c'est une herbe dangereuse. Il y a des herbicides qui peuvent anéantir l'herbe, mais ça va empoisonner l'eau, qui va être utilisée par le poisson et tous les autres animaux, ça va les emporter. Maintenant, la méthode, j'allais dire mécanique arrachée, dans l'eau, on ne peut pas rentrer. Mais ils sont en train certainement de chercher une méthode, parce qu'on nous a dit qu'au Sénégal, il y a eu un cas comme ça, et ils sont arrivés à anéantir. Les tifas ne sont pas les seules menaces du barrage. L'une des menaces, sans doute la plus grande et qui suscite la frayeur chez les populations, c'est cette digue. Une digue sérieusement amochée par les allées et venues des camions. Il y a beaucoup de dépression sur la digue, donc il faut carrément revoir ça. En amont, au niveau des talus, nous avons du péré maçonné. Et sur une grande partie, ces pérés-là sont déstabilisés. Et en aval aussi, nous avons du péré aussi maçonné. Et à ce niveau, ce qui est quand même impressionnant, ce qui est remarquable, c'est qu'il y a un gros arbre qui a poussé sur la digue et les racines ont carrément déstabilisé le talus aval du barrage. Ce barrage assure la pitance quotidienne de nombreuses personnes, dont Ousmane Sawadogo, à la fois pêcheur et maraîcher. Il constate d'année en année la dégradation de l'ouvrage et tout ce qu'il souhaite, c'est de voir le barrage réhabilité. Nous souhaitons vraiment que ce barrage soit réhabilité. Même si nous ne pouvons plus continuer à pêcher à cause de ces herbes, ce serait bien de les parer afin qu'on puisse pratiquer la culture maraîchère et abreuver nos animaux. Des projets sont en cours pour restaurer le barrage Oumarou Kanazoé selon Jean-Emmanuel Kaboré. Mais en attendant de voir débarquer les gros engins, les villageois s'organisent comme ils peuvent en colmatant de temps en temps les trous. Puis la population, on est en train d'essayer de faire de notre mieux, voilà, pour cesser les tricycles et puis les sarrettes là pour venir boucher la voie là. Le barrage Oumarou Kanazoé va peut-être tenir cette année encore. Mais si rien n'est fait, l'ouvrage risque de céder et ce trou béant juste à l'arrière montre à quel point il est urgent de tenter des actions pour sauver ce joyau de la province du Passoré. Et il serait dommage, vraiment très dommage, de perdre un ouvrage qui a coûté près de 8 milliards de francs CFA. Et puis à Moussodougou, dans les cascades, la situation du barrage inquiète les habitants. Ces habitants ont même été paniqués par une fausse alerte annonçant que la digue de ce barrage veut céder. Une chose est sûre, la digue du barrage de Moussodougou souffre de fissures. À l'initiative du gouvernement, des travaux sont entrepris pour sa réhabilitation. On va cela avec Manekayen et Kadouro Menki. Toute la population avait peur quand on a appris que la digue voulait se casser. Ce sont des fuites d'eau sur la digue du barrage de Moussodougou qui ont alimenté cette rumeur selon laquelle la digue du barrage serait en passe de céder. Contacté, la direction régionale de l'eau et de l'assainissement des cascades dément cette information. Leur toute inquiétude liée vraiment à l'information, à la fausse information qui court au niveau national que le barrage veut céder. Et j'ai dit aussi que ce n'est pas la première fois, même l'année passée, il y a eu cette fausse information qui a fait courir tout le monde
Vraiment, je préconise que s'il y a des informations à donner, si les gens ont des soucis, nous sommes vraiment disponibles pour apporter la bonne information. Selon les techniciens en la matière, c'est en 2011 que l'on a constaté des fissures au niveau de la fondation du barrage de Moussodougou. Des fissures dues à l'ancienneté de l'ouvrage et à l'érosion hydrique. Dès 2013, l'État a entamé une série de travaux pour réhabiliter la digue. Et au nombre de ses activités, l'instauration d'une pale planche en 2015. Ce sont des rideaux en fer qu'on a enfoncés au niveau de la digue. En fait, c'est pour stabiliser encore la digue pour qu'il n'y ait pas de fuite. La digue, là, la hauteur, c'est 31 mètres. Enfoncer des rideaux de fer dans une digue, c'est-à-dire en profondeur jusqu'à la fondation, de plus de 35 mètres en tout cas. C'est vraiment un record mondial. Les travaux se poursuivent sur le terrain, notamment sur les rives gauche et droite de la digue. Il s'agit d'injecter avec pression du coulis dans la digue. Le coulis, c'est ce liquide fabriqué à base de bentonite d'eau et de béton. Injecté dans la digue, il va boucher les fissures, rendre la digue compacte et ainsi éviter les fuites d'eau. Selon la directrice régionale de l'eau et de l'assainissement des cascades, la situation est maîtrisée. Le barrage de Moussodougou se porte bien et a plus que jamais besoin d'eau. Le 30 août 2017, le volume qui se trouvait dans le barrage était de 23 millions de mètres cubes. Et vous voyez que le volume maximal du barrage, c'est 38 millions de mètres cubes. Ce qui veut dire qu'on a besoin toujours d'eau dans le barrage. Vous savez que les champs de canne à sucre de la SN Sosico sont irrigués à partir des eaux du barrage de Moussodougou. La ville de Banfora, c'est-à-dire l'alimentation en eau potable, c'est l'eau de Moussodougou qui est utilisée pour traiter et alimenter la ville de Banfora. Vous savez, la plaine risicole au niveau de Karfigila, c'est l'eau de Moussodougou qui irrigue cette plaine. Et également, vous avez constaté qu'il y a des pêcheurs qui sont là, qui pêchent le poisson à tout moment, qui est revendu à la population. Les travaux sur le site du barrage de Moussodougou seront finalisés d'ici à la fin de l'année 2017, avec une capacité maximale de 38 millions de mètres cubes d'eau. Il est le deuxième grand barrage de la région des Cascades après celui de Douna, qui a une capacité de 50 millions de mètres cubes d'eau. Voilà, pour aller plus loin sur la situation peu reluisante à des barrages au Burkina Faso, nous recevons le président du comité national des barrages du Burkina Faso, M. Adama Nombré. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, au regard de ce qu'on vient de voir au niveau des deux reportages, est-ce qu'on pourrait dire que le Burkina a du mal à gérer ces barrages? Et donc, madame, je vous remercie pour votre invitation à échanger sur la problématique des barrages ce soir. Et je voudrais dans un premier temps dire que je suis le président du comité national des barrages du Burkina, et qui regroupe les professionnels du Burkina, tant individuels que personnes morales, pour essayer de maîtriser la question des barrages, contribuer à faire progresser la maîtrise de ces ouvrages qui sont des ouvrages critiques pour un pays sahélien comme le Burkina Faso. À votre question, est-ce qu'on a des difficultés pour maîtriser les barrages? Je dirais, il y a des difficultés objectives, certaines qui sont là et qui demandent à être résolues pour améliorer cette maîtrise-là. Et ces difficultés se traduisent par la proportion importante de barrages, notamment les petits barrages, qui connaissent des dégradations, du fait essentiellement du manque d'entretien. Et justement, c'est la question que j'allais vous poser en tant que spécialiste. À quelle explication vous donnez à ces dégradations qu'on constate de plus en plus au niveau de nos barrages? Il faut dire que les barrages sont des infrastructures, très importantes. Et la qualité d'une infrastructure, pour empêcher les dégradations, il faut d'abord que l'infrastructure soit bien étudiée et bien construite. On dit l'infrastructure est de bonne qualité. Et le deuxième pilier, pour avoir toujours un barrage qui se comporte bien, c'est ce qu'on appelle la surveillance et l'entretien. C'est le point qu'on discutait tout à l'heure. Et au niveau des grands ouvrages comme le barrage Kanazoué ou le barrage de Moussodougou, c'est des ouvrages qui intéressent la sécurité publique. Au-delà des aspects économiques, il y a des problèmes de sécurité. Parce que c'est des barrages qui ont au moins 30 mètres, qui ont au moins 25 mètres. Ça veut dire que vous avez surélevé l'eau du lit de la rivière sur une hauteur de 25 mètres, pour stocker l'eau, pour les usages économiques, et en même temps, cette eau représente un danger. Si ça ne tient pas. Il y a également des problèmes de sécurité. Pour ces problèmes de sécurité, on met ce qu'on appelle des plans de sécurité et d'alerte. Parce que quel que soit ce que vous faites,
il y a toujours un domaine d'ignorance qui est important que vous ne maîtrisez pas. Donc le risque résiduel demeure. Et pour faire face à ce risque résiduel, donc on essaie de faire en sorte, même s'il y a une rupture, qu'il n'y ait pas de catastrophe, notamment donc, que ça n'emporte pas les vies humaines, essentiellement. Alors, on va revenir sur les solutions vers la fin de cet entretien. Oui. Qu'en est-il de la responsabilité véritable des entreprises qui sont chargées justement de construire ces ouvrages-là? Est-ce que les travaux sont toujours faits dans le respect des règles de l'art? Oui, bon, je dirais que les entreprises ne sont pas les seuls acteurs donc, dans la filière. Et le barrage doit être étudié. Il est étudié par des bureaux d'études. Et il est construit par des entrepreneurs. Et il est maintenu par ce qu'on appelle un exploitant ou un gérant. Et au niveau donc de la conception d'abord, ce sont les bureaux d'études qui sont intéressés. Et au niveau des bureaux d'études, il y a une vingtaine d'années, le gouvernement avait mis une institution en place qui s'appelle l'Office national des barrages et d'irrigation. Et c'est cet office essentiellement donc, qui produisait ces ouvrages-là. Et avec l'adoption du libéralisme et du pass dans les années 90, il y a eu presque le tout privé, donc ce sont les entreprises privées maintenant qui font donc, un peu ces choses. Ce qu'on peut constater, c'est la faible capacité de ces entreprises et également de ces bureaux d'études. Et faible capacité parce qu'il est plus facile à l'État d'avoir un organisme où on concentre beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de techniciens pour créer l'intelligence collective, pour donner les ressources, et qu'à des entreprises privées donc, qui commencent, qui démarrent, donc d'avoir les compétences et les ressources donc, immédiatement. Donc au niveau également donc, des exploitants, il y a des difficultés. Vous avez vu le barrage de Moussodougou. Et ce barrage est un grand barrage au sens de la définition internationale et il pose des problèmes de sécurité publique et dès qu'il a été construit, un exploitant a été désigné en la personne morale de la SN Sochico qui a été chargé donc, de suivre le dispositif d'auscultation, c'est des ouvrages qui sont auscultés, de faire l'entretien courant donc, du barrage et de produire des rapports donc, au département en charge donc, des barrages. Si vous prenez le barrage Oumarou Kanazoé, là, on n'a pas de surveillant attitré. C'est une des faiblesses. C'est-à-dire le gérant, l'exploitant qui est chargé, qui est responsabilisé au plan légal avec l'ensemble des obligations, donc n'existe pas. Donc c'est un peu les populations, les usagers, les directions qui essaient de faire quelque chose. Bon, et je signale que ce barrage a déjà été réhabilité en 2011-2010, si je ne me trompe. Et vous avez le barrage de Koubri, donc qui a rompu, qui est un très petit barrage. Il y en a beaucoup au Burkina, il y a à peu près 1 millier. Et c'est vital pour les populations, vital pour le pays, mais qui n'ont pas... Il n'y a pas de gérant. Justement, on va revenir sur le cas du barrage de Koubri. Un autre constat, M. Nombré, plusieurs de ces barrages-là sont situés sur le même lit. Est-ce qu'il ne faut pas craindre l'effet domino au cas où l'une des digues de ces barrages viendrait à céder? Oui, bon, c'est possible. À partir du moment où des ouvrages sont en cascade sur la même rivière, si l'ouvrage qui est le plus en amont casse, ça va avoir des incidences automatiquement sur les ouvrages qui sont en aval. En général, dans la conception de ces ouvrages-là, lorsqu'on veut mettre des ouvrages en cascade, on tient compte, on prend en compte la possibilité qu'il y ait ces ruptures-là. Donc, pour dimensionner les ouvrages qui sont en aval. Il y a quelques années, 5-6 ans, on a eu un incident sur le barrage de Yalogo, Tougouri, ensuite d'Akiri, qui s'est répercuté sur le barrage de Liptougou qui venait d'être construit et inauguré, bon, qui a pris une crue mais qui a pu tenir. D'accord. Alors, avant de revenir à vous, le dernier exemple, vous l'avez évoqué, sur la mauvaise santé de nos barrages, vient de couvrir. La digue de ce barrage a cédé il y a quelques jours. Les conséquences sont déjà visibles dans la localité où le barrage constituait un poumon économique et tous ceux qui menaient des activités grâce à l'existence de cet ouvrage sont actuellement dans le désespoir. On fait le constat avec Amadou Ilboudo et Zalissa Sanfo. Voici ce qui reste du barrage de Koubri 5 jours après que la digue est cédée. Rien que de la boue. Le barrage s'est vidé de son eau. Et en se vidant de son eau, il a vidé les poches de milliers de familles, charrié les fortunes de tous ceux qui exploitent les berges de ce barrage. Difficile de chiffrer les pertes, mais une chose est sûre,
Il sera bien difficile à beaucoup de familles de joindre les deux bouts sans l'aide de ce barrage. Mamadou Biligo est pêcheur. Aujourd'hui, il a suivi l'eau jusqu'à son dernier retranchement pour espérer capturer quelques poissons. Juste une dernière pêche avant de se rendre compte que s'il veut survivre, il lui faudra aller voir ailleurs. On a des enfants, on a des femmes. C'est avec l'eau qu'on subvient à leurs besoins. Mais sans eau, que faire? C'est devenu plus qu'obligatoire pour nous d'aller vers les sites miniers. Le fruit de la pêche était ici revendu au comptoir de la poissonnerie. Un comptoir bien connu par tous les usagers de la route Ouagacombisiri. Ici, une cinquantaine de femmes reconditionnaient et faisaient de la vente de ces poissons leur gagne-pain quotidien. Désormais, pour elles, il faudra faire une gymnastique pour subvenir aux besoins de leur famille. Chaque jour, je prenais 40 kg de silure là-bas, 40 kg de carpe et les crevettes de 20 à 30 kg. C'est vraiment un grand calvaire. Le barrage n'a plus d'eau, plus de sang maraîcher, il n'y a plus de route. Nous, on n'aura plus de poissons. Cela fait plus de 30 ans que Thérèse Dipama vivait des revenus tirés de l'exploitation du barrage. Et pour elle, c'est le début d'un chômage avec toutes ses conséquences. Au bord de l'eau, on avait des champs de tangelo, de papaye, et c'est ça notre survie. Mais aujourd'hui, tout est parti, qu'allons-nous devenir? Depuis que la digue a cédé, Augustin Tiendrebego revient ici chaque jour pour observer l'étendue des dégâts. L'air hagard, et chaque fois, c'est la même question qu'il se pose. Que vont devenir ses enfants? Maurice Yamiogo a visité ce barrage avec Ofoué Boigny. Ce barrage, c'est notre histoire. Sans eau, pas de vie. Nos enfants seront obligés d'immigrer. Mais peut-être l'espoir est permis. Nous avons trouvé sur place des techniciens qui sont déjà à l'œuvre pour des études de faisabilité en vue de la réhabilitation de l'ouvrage. Voilà, Monsieur Nombré, on a vu le désarroi des populations de Koubri dont les activités dépendaient surtout de leurs barrages. Quelles sont véritablement les conséquences économiques de la dégradation des barrages? Cette situation effectivement donc, est dramatique et je voudrais donc exprimer ma solidarité, ma compassion avec ces populations. Et cette rupture-là montre effectivement les conséquences économiques et l'enjeu que représentent donc les barrages. Et très rapidement, pour donner des ordres de grandeur, et en dehors de la ville de Bobo de Lasso, toutes les autres grandes villes du Burkina sont alimentées par l'eau des barrages. Ouégoua, Koupela, Ouagadougou, Potenga, etc. Donc, c'est un enjeu important pour l'eau potable. C'est également un enjeu pour l'agriculture. Vous voyez que cette année, la pluie n'est pas très régulière et après la saison des pluies, il n'y a pas d'eau si cette eau n'est pas retenue par des barrages. Et l'eau retenue par les barrages sert aux populations pour développer de l'agriculture irriguée, produire des maraîchages, produire du riz, produire du maïs pour leur propre consommation, mais également pour avoir des revenus. Et ces barrages également sont généralement des ponts qui permettent de franchir les rivières, donc de relier des villages et des zones du pays donc, entre elles. Et ces barrages, c'est également l'électricité. Une partie de l'électricité consommée est produite donc dans les barrages hydroélectriques. Et il y a beaucoup d'autres fonctions que les barrages remplissent. Donc, ce qui fait que lorsque le barrage casse, c'est des préjudices énormes. Toute l'économie donc qui prend un coup. Voilà. Alors pour terminer, Monsieur Nombré, que faire pour améliorer la santé de nos barrages et éviter le triste constat qu'on fait actuellement au Burkina Faso? Bon, disons que à ce niveau, il y a un effort important qu'il faut faire pour la formation des ressources humaines. Parce qu'on a examiné tous les aspects, mais c'est l'homme qui est aux clés, qui est au cœur donc, de la problématique. Le tableau de l'ordre des ingénieurs du Burkina, à la date actuelle, comprend à peu près 140 ingénieurs qui s'occupent du bâtiment,
des routes, des barrages, des forages et ainsi de suite. C'est le nombre d'ingénieurs qu'il y a dans un bureau privé au Maroc ou en Iran ou en Europe. Donc ça veut dire qu'il y a un déficit important de ressources humaines en quantité. Ensuite, en qualité, il faut former ces ressources humaines-là. Donc, parce qu'on a parlé d'entretien, on a parlé d'études, on a parlé de construction, c'est des spécialités. Il faut produire ces ressources-là. Et je reviens sur un point important, c'est également le manque de régie au niveau de notre pays. Parce que ça a été un changement idéologique. On a dit tout marché, tout privé, mais en vérité, bon, si vous prenez la plupart des grands États dans le monde, les barrages sont gérés par des administrations publiques. Vous prenez les États-Unis, c'est le corps des ingénieurs de l'armée américaine, c'est le génie militaire qui gère 33% du parc des barrages. Donc ça veut dire qu'il faut également que l'État intervienne. Nous sommes un pays jeune qui se construit. On a besoin que l'État serve de locomotive. Parce que la plupart des privés qui travaillent aujourd'hui, c'est avec les ressources humaines formées par l'État au temps de l'ONBI. Donc ça veut dire qu'il y a un effort à faire à ce niveau. Et ce n'est pas fini. Au plan institutionnel, il y a le problème de la responsabilité. C'est fondamental. Vous voyez, les populations connaissent l'importance de ces ouvrages-là. Dans le cas de Koubri, j'ai lu dans la presse, quand la fissure a commencé à se présenter, elles sont allées elles-mêmes pour combler ça. Ça veut dire qu'elles sont mobilisées, elles sont conscientes. Et s'il y a un chef d'orchestre qui est capable d'organiser ça, il peut les mettre en mouvement donc pour s'occuper de ces ouvrages-là. Et je voudrais également profiter de votre tribune parce qu'il y a un point qui me semble très important. Oui. On a une vingtaine de grands barrages au Burkina. On a Bagré, on a Kompianga, c'est les deux plus grands. Et c'est comme une centrale nucléaire. C'est-à-dire que ce barrage est rompu, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Mais si vous avez des ruptures sur ce genre d'ouvrage, ça sera autre chose. Donc il faut des plans de sécurité, des plans d'alerte pour gérer les risques résiduels, même s'ils sont bien entretenus. Parce que le domaine d'ignorance de l'homme est toujours là. On ne connaît pas tout, même si on prend toutes les précautions. Merci beaucoup, Monsieur Adama Nomré, pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes le président du Comité national des barrages du Burkina Faso. Pour la suite de ce journal, la Fondation de solidarité et d'aide au peuple africain apporte une aide alimentaire à des personnes démunies au Burkina Faso. Elle a offert 2400 têtes de bœufs, dont 250 pour les familles démunies de la ville de Ouagadougou. Avec ce geste, cette fondation turque compte soulager les besoins alimentaires de 50 000 familles burkinabè. Amadou Ilboudo, Bouma Ernest Nebi. Nikiema Seydou reçoit des mains de l'ambassadeur de la Turquie 5 kg de viande. Comme lui, elles sont nombreuses, ces personnes nécessiteuses au Burkina qui ont bénéficié de ce geste de la Fondation de solidarité et d'aide au peuple africain, FOSAPA. Un don pour leur permettre de faire la fête de la Tabaski comme les autres. Pour nous, les Turcs, pour les musulmans, c'est un jour très important. Aujourd'hui, on dit en turc Bayram, c'est la fête religieuse. C'est le jour de générosité aussi, c'est le jour de partage. Ce que nous avons partagé avec les gens qui ont besoin. Je suis très content de voir nos associations turques qui sont en train de partager leur joie de Bayram, leur joie de fête religieuse avec les peuples burkinabè. Le geste réjouit les bénéficiaires qui ne souhaitent que sa pérennisation. Je suis content de recevoir ces dons. C'est la première fois que je bénéficie d'un tel geste. Et c'est grâce à vous. Je vous remercie d'avoir pensé à nous, personnes vivant avec un handicap. Nous espérons que ce même geste va se répéter l'année prochaine. Une initiative de la Fondation depuis 2008 qui se répète chaque année. Pour la présente fête de la Tabaski, ce sont au total 2400 carcasses de bœuf qui ont été distribuées au Burkina et plus de 5000 familles à Ouagadougou ont bénéficié de cette viande. Rendons-nous à présent dans les hauts bassins pour voir la rivière au lieu sacré de Donfara. C'est un site touristique très connu à Bobo-Dioulasso et ses alentours. Des aménagements sont en vue pour faire de cet endroit un site touristique avec les commodités nécessaires. Ibrahima Sombier et Marguerite Douaniou. Un sentier accessible, mais accidenté et raide. Des efforts à fournir pour atteindre le plateau de granit.
Nous sommes ici, sur le lieu de sacrifice pour des vœux au celui sacré de Domfara, plus connu sous le nom de Dafra. Et ils sont nombreux à Bobo Dioulasso qui font ce voyage avec des intentions précises. La rivière est située à Kwakwale, un village tiefo à une vingtaine de kilomètres de Bobo Dioulasso. Et c'est Adama Ouattara, un natif du village, qui nous raconte l'histoire du site et le mythe qui entoure ces poissons. Il y a un tiefo, quelque chose qui t'a séduit. Fara a admiré une femme qu'on appelait Wo. Voilà, quand elle est sortie un bon matin pour aller chercher les termites pour donner aux poussins. Quand elle est arrivée dans une grande, en bas d'une grande arbre, elle a commencé à casser la termitière. Directement, l'eau a jailli. Quand l'eau est sortie, elle a crié. Quand l'eau est sortie, il y avait une cellule dedans. Elle a crié. Elle est partie voir son grand frère au village qui s'appelle Sinsinkolo. Son nom, on appelle Sinsinkolo. C'est son grand frère. Donc il a expliqué le problème. Ils sont venus maintenant sur le lieu. L'eau coulait toujours. Le site culturel reçoit de nombreux visiteurs tous les jours et à n'importe quelle saison de l'année. Mais au-delà des rituels, c'est un bel endroit qui impressionne par sa végétation et sa géologie. Et parce que les lieux attirent des touristes, l'idée est venue à Adama Ouattara de créer un site culturel et écotouristique autour du Marigot pour maintenir les visiteurs sur place et leur permettre de profiter au maximum du temps passé ici. Chaque fois, on voit l'influence du monde qui descend sur les sites. Quand ils descendent après, ils ressortent. On a décidé de voir est-ce qu'on ne peut pas essayer d'aménager un cadre ici. Les gens qui sortent, ils peuvent se reposer, avoir à manger, bon, jusqu'à une certaine heure, puis rentrer. Un cadre, bon, on peut avoir de l'animation. Quand on dit touriste, il y a tout est dedans. Et c'est vrai que c'est un endroit agréable à visiter. Et les ambitions sont grandes pour faire du lieu une vraie destination touristique. Un mot de culture dans ce journal et nous mettons le cap à ce Tinkodogo pour parler de la fête traditionnelle dénommée Mosrare ou le jour des Mossé. Cette fête a été instaurée depuis le règne du Naba Zougrana de Tinkodogo. L'accomplissement de rites particuliers et les réjouissances constituent les temps forts de cet événement culturel. Pawadrogo Jean Songo et M. Solange Adjigma. Nous sommes au palais royal de Tinkodogo en ce jour fête coutumière du roi. Appelée Mosrare ou le jour des Mossé, cette fête est marquée par une sortie majestueuse du roi. D'abord au pas précipité, puis interpellé par l'aîné des tantes du roi et le revient au pas de caméléon. C'est le signe de l'assurance, de la prudence et du respect des coutumes. Instaurée sous le règne de Naba Zougrana, cette fête est également une occasion pour les anciens du royaume d'implorer les mains des ancêtres pour la paix, la santé et de bonnes récoltes. C'est un jour de fête, de joie et de respect mutuel où règne l'entente entre fils et filles du royaume. C'est une fête célébrée depuis des lustres par nos ancêtres et au cours de laquelle nous faisons des louanges et nous remercions les origines du royaume. C'est le lieu également pour les chefs des villages du royaume de renouveler leur allégeance au roi. La fête se termine par le rafraîchissement et les réjouissances. À l'étranger, la Corée du Nord fait parler d'elle une fois de plus. Après les missiles balistiques, Pyongyang a procédé ce dimanche à un test d'une bombe à hydrogène ou bombe H plus puissante que la bombe atomique. Ce test a créé un séisme qualifié de tremblement de terre artificiel par des experts. Pour le Japon, ce nouvel agissement de la Corée du Nord est inacceptable.
Voilà un nouvel essai nucléaire nord-coréen pour continuer d'écrire la légende du régime. Pyongyang a procédé ce dimanche à un test, le 6e depuis 2006. Une présentatrice de la télévision d'État a évoqué un test d'une bombe à hydrogène qui a été, je cite, une réussite parfaite. L'essai a provoqué un séisme de magnitude 6,3 selon un institut géologique américain qui qualifie le tremblement de terre d'artificiel. L'épicentre se trouvait à Pyongyeri, près du site de test atomique nord-coréen. Pour le Premier ministre japonais, ce nouvel essai est inacceptable. J'ai demandé aux ministres concernés de se réunir et d'analyser l'information pour informer le public de façon appropriée. Si la Corée du Nord a conduit un test nucléaire, nous ne tolérerons pas cette action. Nous protestons fermement contre cette action de Pyongyang. Les experts doutent qu'il s'agisse réellement d'un test de bombe à hydrogène. La bombe H est beaucoup plus puissante que la bombe atomique ou bombe A. La situation s'était déjà tendue en juillet quand Pyongyang a procédé à 2 essais réussis de missiles balistiques intercontinentaux. Retour au Burkina pour Dimanche à Sport. Je suis en compagnie de Mamadi Wena. Bonsoir. Bonsoir Nathalie et ravi de vous retrouver après le fond du week-end passé. Du week-end passé, d'accord. Un seul sujet ce soir, le match à Burkina Faso-Sénégal qui s'est joué hier à Dakar. Un match nul dans ce premier acte de cette double confrontation. Oui, Nathalie, et nous allons voir les images tout à l'heure. Il faut signaler que pour une question de droit télé, les images que nous allons voir sont de la RTS, nos confrères de la RTS, et Burkina Faso, Sénégal, un match qui a opposé 2 équipes et ce sont les étalons qui ont été les premiers à créer les occasions et les étalons qui ont créé la surprise en essayant de marquer le premier, mais ce n'est pas arrivé. Et après, à la 35e minute, il y a cette action avec Blati Touré, mais Président Nakoulman n'arrive pas à battre le gardien de but sénégalais. Et on revoit l'action, le gardien de but sénégalais qui empêche les Burkinabés d'ouvrir le score. Et dans la foulée, Moussa Sow bute aussi sur Hervé Kofu Kwaku, étalon du Burkina, Lion de la Teranga. Le match allait, le premier acte à Dakar, s'est soldé par ce score nul de 0 partout. Et là, on voit aussi qu'il y a eu l'expulsion du leader de la défense sénégalaise, Khalidou Koulibaly de Naples, qui joue à Naples. Il y a aussi Charles Kabouré, le capitaine des étalons, qui a pris un carton jaune et qui est lourd de conséquences parce que Charles ne jouera pas le match de mardi à Ouagadougou. Ok, et résultat donc 0 but partout. Mamadi Wena, quelle est la conséquence directe de ce résultat? La conséquence directe de ce résultat est que les étalons restent leaders du groupe D avec 5 points plus 2. Et ils sont suivis et avec la défaite de l'Afrique du Sud au Cap-Vert 1-2. Ce sont les Lions du Sénégal qui sont 2e avec 4 points plus 1. Et l'Afrique du Sud aussi totalise 4 points, mais une différence de but de plus 0. Il faut dire que pour le moment, au niveau de la FIFA, c'est la différence de but qui est utilisée. Ce n'est pas encore la confrontation directe. C'est le premier critère pour départager 2 équipes qui sont à égalité. Donc l'Afrique du Sud est 3e et le Cap-Vert est 4e avec 3 points moins 3. Et il faut dire qu'actuellement, toutes les équipes de cette poule D sont toujours en course pour se qualifier pour Russie 2018 avec avantage pour le moment pour les étalons. Alors, au regard du résultat d'hier à Dakar, quelles sont véritablement les chances des étalons pour le match retour prévu après-demain au stade du Katour de Ouaga? Oui, mardi, aussi le coup de 18h, on aura ce match retour, le deuxième acte de cette double confrontation. Mais il faut dire qu'un match n'est jamais gagné d'avance. Mais au-delà du nul réalisé à Dakar, les étalons devraient logiquement pouvoir s'imposer. Mais il ne faut pas occulter l'absence de Charles Kabouré, qu'il va falloir remplacer valablement. Et aussi, on a des Lions qui ont à cœur de venir s'imposer ici à Ouagadougou. Ils sont même venus à Ouaga avant les étalons. Ça montre l'engagement et la volonté. Mais dans l'histoire des confrontations entre ces 2 équipes, ça fait 12 matchs joués. Et les Lions de la Teranga totalisent 3 victoires
7 matchs nuls et 2 défaites, c'est-à-dire 2 victoires des étalons. Mais il faut dire que les Lions de la Teranga n'ont jamais gagné à Ouagadougou. Et nous espérons que ça va encore être le cas cette fois-ci. Il y a aussi une statistique favorable pour les étalons. Paulo Duarte, depuis son retour en tant que sélectionneur des étalons depuis 2015, n'a pas encore perdu un match officiel. 14 matchs, 8 victoires, 6 matchs nuls et nous espérons que la série va continuer, surtout avec une victoire. Et bonne chance à nos braves étalons. Merci beaucoup Mamadi Ouena pour toute cette analyse. Merci aussi à vous qui avez suivi ce journal. Excellente soirée sur la RTV et à très bientôt.